J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. C'est commencé! C'est commencé, go! Bonjour! Bienvenue à Tout le monde saillit. Ici Sam Cyr, votre co-animateur en or, et je suis en compagnie, can you believe, de Marilyn Gendron, une autre co-animatrice en or. Wow! Merci Samuel! Bienvenue tout le monde à notre podcast Tout le monde saillit. Tout le monde saillit, c'est vrai que tout le monde saillit. Nous autres, on saillit, hein, Samuel? Ouais, c'est grave. On parle de ça, on parle qu'on saillit, on parle de nos complexes, des complexes de nos invités. Sam, t'as-tu un complexe, un petit complexe? J'ai toujours un petit complexe spécial en intro, puis là, j'ai oublié de penser à un. Oups. C'est quoi que je pourrais dire? Tu veux que je nomme des choses sur toi que je pense que tu pourrais Ouais. pas aimer? OK. Tes oreilles? On les a déjà faites. Ah, OK. Tes cheveux? Mes cheveux, ouais. Ouais, je suis complexé j'ai comme pas de routine pour mes cheveux. Puis je sens que j'aimerais ça les placer plus, tu sais, avec une pâte, mais ça me donne chaud. Ouais, avoir un look particulier, mais souvent, t'oses pas parce que... Ouais, fait que j'ai comme éternellement l'air d'un enfant, un peu les cheveux d'enfant, tu sais. C'est parfait. Bon, ben ça, c'est fait. Écoute, moi, je vous observe, là. Ça lance bien le bal. À quel notre invité, mon beau Samuel? Notre invité aujourd'hui, Caroline Huard, a.k.a. Looney. Yeah, salut! Hey, Je suis super allô? contente d'être là. Est-ce que tu veux qu'on t'appelle... Appelez-moi Looney, parce Looney? que Caroline, c'est... Je suis contente de plus tant l'utiliser parce que c'est tellement pas original. Là. On était 6 dans ma classe en première année. Là. Je pense que mon désir de me faire appeler autrement vient de là. Puis pour les gens qui posent la question, Looney, c'est UR en anglais. Ça vient de là. Ah, Une mon pièce Dieu. de $1, c'est un UR en français, puis c'est un Looney en anglais. Ça vient de là. Ah! C'était mon adresse courriel au cégep, je pense. Ça me suit depuis Looney? ce temps-là. Ouais, c'est ça. T'es la seule qui a su bien s'en servir de son adresse courriel. Ouais, parce que d'avant. tu sais, Soleil 94, là, c'est moins bien sur Instagram. Moi, là, la je mienne, elle vieillit pas bien. C'était là. quoi? Mais en plus, à l'audio, c'est pire parce que c'était Marie Baramba, soccer, Ben, pense. là, Comme le sport. comme le sport. Ah, parce que t'aimais beaucoup le soccer, fait que t'as mis ça dans ton adresse courriel. Ouais, Baramba 97. OK. Mon année de naissance. Mais c'est sûr que je te bats. C'est quoi? Moi, mon adresse courriel, c'était Diams, comme la rappeuse. Diams, avec un Z, diamscyr@hotmail.com. Diam! Wow! Oui, mesdames et messieurs. Mais j'étais assez vieux pour que ce soit un peu ironique. Fait que OK. c'était Avec- comme... on aimait beaucoup Diams, puis ça tourne DJ, qui était, je sais pas, dans son premier album. On capotait. Puis j'étais comme... Je vais me créer un Hotmail avec ça. Est-ce qu'il est encore... il fonctionne encore, ce courriel-là? Je l'utilise plus, mais je crois pas... Il est peut-être condamné, je sais pas. Faudrait que je Est-ce que vérifie. ça te complexe d'avoir une adresse courriel aussi ridicule? Ah oui, terriblement. Tu vois, tu pourras le nommer la prochaine fois. Ça aurait pu être pour la prochaine Je veux dire, fois. mais mes cheveux sont corrects, mais j'ai une adresse courriel un peu douteuse. Mais j'aimerais tellement ça pouvoir la retrouver. Là. Faudrait que j'essaye. Je me rappelle pas pantoute ça pourrait être quoi le mot de passe. Ouais, sûrement Diams 1, 2, 3, 4, Ouais, quelque chose c'est comme ça. ça. Ouais, quelque chose. Ou soccer. Soccer. Ben merci, Looney, d'être avec Ben, nous ça fait aujourd'hui. vraiment plaisir. Toi, les complexes, c'est quelque chose que tu parles beaucoup dans la vie? Que tu- Oui, mais j'aimerais dire que j'en parle sans complexe, dans le sens que je pense que ça fait partie de quelque chose que j'essaie d'instaurer avec moi-même puis avec les gens autour de moi. Tu sais, j'essaie d'enlever tout ce qui est honte autour des choses qui, jusqu'à récemment, jusqu'à dans les dernières années, me faisaient douter de moi. Je me suis rendu compte, en fait, au fil de l'expérience, que quand tu nommes quelque chose, il y a des très bonnes chances qu'il y ait quelqu'un d'autre qui a vécu exactement la même chose. Puis là, il y a quelque chose qui se passe dans ton système nerveux, puis t'es comme « Oh mon Dieu, je suis pas toute seule à vivre ça. » Fait que oui, j'en ai des complexes, puis j'y travaille. Tu sais, je pense qu'ils prennent beaucoup moins de place dans ma vie, que je m'empêche pas de faire des choses à cause de ça, contrairement à avant. Mais j'adore en parler parce que je trouve que ça fait partie de la solution. Je suis vraiment d'accord, là. J'aime ça. Fait J'aime que comment après ça aujourd'hui, débute. vous n'aurez plus besoin d'avoir de podcast. mais moi, c'est exactement ce que je pense par rapport à la démarche que nous, on fait avec le podcast. Que c'est sûr que c'est une bonne étape de juste en parler puis s'en libérer. Puis oui, aussi, on se rend compte qu'il y a des gens
qui peuvent écouter notre podcast. Et là, on nomme des trucs que eux, ils gardaient pour eux, qui pensaient qu'ils étaient peut-être les seuls à vivre. Puis là, ben, ça leur permet de se soulager. Ouais, mais on le fait principalement pour nous, là. C'est sûr! Oui, mais c'est ça, mais c'est sûr que... Oui, mais ça... Tu sais, moi, je pense qu'il n'y a rien de plus puissant. Tu sais, en anglais, le mot « empowering », tu sais, en français, c'est comme reprendre son pouvoir personnel. Ça fait Tu le sais, moins je trouve bien. que c'est jamais aussi puissant que « empowering », mais c'est super empowering de raconter ton histoire, puis tu sais, de te l'approprier. Puis après ça, il n'y a pas personne qui peut s'en servir contre toi, tu sais. Tu sais, moi, quelqu'un qui me parlerait de mon poids, je suis à un point dans ma vie où est-ce que ça va pas du tout détruire ma confiance, parce que c'est comme s'il me disait « Hey, t'as les cheveux bruns », genre, je suis comme je le sais, puis ça joue pas pantoute sur ma valeur, tu sais. Par contre, quelqu'un qui essaierait de me dire « Hey, j'ai lu quelque chose que t'as écrit, puis je trouve que c'était pas très intelligent », puis qui me ferait douter, mettons, de mes bonnes intentions ou de mon intégrité, tu sais, des choses qui sont vraiment importantes pour moi, puis que je sais que c'est plus difficile d'être comme absolument sûr de soi par rapport à ces choses-là. Là, ça viendrait vraiment me chercher, tu sais. Mais tu sais, des commentaires sur l'apparence, tu sais, autant j'envoie un message beaucoup, tu sais, il faut arrêter ça, les commentaires sur l'apparence, tu sais, parce que c'est super toxique, puis on fait juste contribuer à des systèmes qu'on essaie de démanteler. Sauf que, en même temps, moi, je dirais que ça m'affecte plus comme ça l'aurait fait encore il y a quelques années, parce que j'ai vraiment fait le travail de comprendre que ma valeur n'était pas rattachée à ça, tu sais. Tu penses que tu as réussi? Non, j'ai pas réussi, mais je suis sur la bonne direction. Parce que, non, je pense que ça arrête jamais, là, parce que, tu sais, il y a constamment des choses qui nous le rappellent, là, qu'on n'est pas à la hauteur. Puis, tu sais, on est programmé biologiquement pour se comparer aux autres. C'est comme un moyen de survie, tu sais. Tu sais, on est fait pour vivre en groupe. Fait que te comparer aux autres, c'est comme une façon de dire « Hey, cette personne-là a fait les choses de telle façon. Peut-être que moi aussi, je pourrais les faire comme ça, puis comme mieux vivre ma vie, tu sais. » On est constamment programmé pour faire ça, ce qui est normal puis ce qui est comme évolutif. Mais quand ça prend toute la place, c'est là que c'est un problème, tu sais. Quand ça fait qu'on est comme « Ah, ben là, je sortirai pas de chez moi parce que j'ai vu une fille sur Instagram qui avait comme vraiment un beau look d'automne. Puis moi, je n'ai pas les petits bottillons, là. Fait que je peux pas sortir de chez moi parce que je suis pas à la mode, mettons. » Tu sais, c'est toutes des choses comme ça. T'as-tu déjà été de même? T'as-tu déjà été, peut-être pas par rapport à la mode, Non, mais t'as-tu déjà évité des situations? Ben, en fait, moi, je te dis, ce qui a été vraiment un processus, quand j'ai quitté mon emploi, ma profession d'ergothérapeute en 2019, puis là, je me suis ramassée à temps plein comme influenceuse. Tu sais, j'aime pas ce terme-là parce qu'il est beaucoup attaché à des choses négatives, mais encore là, j'essaie de me le réapproprier. Mais quand j'ai commencé à travailler plus dans les médias, puis là, j'étais invitée dans plein d'événements, genre, tu sais, des affaires, des premières, puis des ci, puis des ça, puis là, des voyages de presse avec des influenceurs Instagram, puis j'étais comme, mon Dieu, mais j'en ai pas de chapeau de paille, moi, tu sais, j'ai-tu ma place ici? Puis, tu sais, j'ai pas le même look que les petits autres hipsters à air commune, genre, j'ai-tu le droit d'être ici, genre? Puis je me suis rendu compte que c'est un métier dans les médias où, tu sais, on définit beaucoup notre personnalité à travers comme notre look puis notre style. Puis j'étais comme, je pense que j'en ai pas de style. Genre, je sais pas c'est quoi mon style. Puis là, est-ce que les gens vont trouver que je suis comme trop vieille pour faire ce métier-là, blablabla. Là, je vous dirais maintenant, je suis comme rendue ailleurs. Là, je suis comme, non, tu sais, je vois beaucoup plus de diversité puis je trouve ça le fun. Mais ça a été vraiment une réflexion. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, je suis vieille parmi comme ces jeunes-là branchés à Air Commune, tu sais. Air Commune qui était comme le rendez-vous du Myland là, dans les années genre 2018-2019. Là. Je sais pas si vous êtes déjà allé, là, mais oui. oui. C'est l'autre bord de la traque de chemin de fer. Ouais. On n'habite pas si loin de ça. Si tu voulais danser sur du Sean Paul en buvant une petite bière québécoise, puis genre comparant ton look aux autres personnes qui magasinaient chez Frank & Oak, là, c'était comme... C'était la place pour ça, là, tu sais. C'était exactement ça. Mais ouais, c'est beaucoup quand j'ai fait cette transition-là parce que j'avais comme pas de repère. J'étais comme, je vois pas tant de monde qui ont comme un peu le même profil que moi à qui je pourrais me mouler, genre. Ouais. Puis, tu sais, la question du chapeau de paille, je me suis vraiment posée un moment donné quand j'étais allée dans un événement d'influenceurs. Puis, j'étais comme, mais j'ai pas de chapeau, genre, ça fera pas des belles photos. C'est vraiment précis, le chapeau de paille. Ouais, c'est ça. C'est l'esthétique Instagram, là, tu sais. Ah, oui, je peux comprendre. Puis, c'est quoi le chemin que tu as fait avec ça? Tu sais, comment est-ce que maintenant tu es plus confiante par rapport à ton brand, ta personnalité parce que tu rejoins beaucoup de monde? Oui, bien, c'est ça. En fait, oui, il y a une chose vraiment concrète que j'ai faite quand j'ai commencé à faire de la télé, c'est que j'ai engagé une styliste qui m'a aidé comme à me trouver un style. Puis ça, en fait, elle m'a aidé à comprendre que
ben, dans quel genre de vêtements j'étais confortable, qu'est-ce qui m'allait bien, qu'est-ce qui fitait avec, comme, tu sais, je fais de la cuisine à la télé, fait qu'il faut que ça soit des choses qui soient confortables, que je peux porter un tablier, des choses comme ça. Fait que ça, j'ai vraiment investi là-dedans, au même titre que j'aurais pu investir dans un service de conseil pour gérer mes finances, quelque chose comme ça, tu sais. Je l'ai fait aussi, tu sais, mais pour moi, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'était Mélanie Brisson avec qui j'ai travaillé, puis elle m'a vraiment beaucoup aidé à définir comme qu'est-ce qui m'allait bien, puis à comprendre la différence, mettons, entre la mode et le style personnel, tu sais. Puis à quel point, quand tu es confortable dans ce que tu portes, ben après ça, ça va évoluer au fil des années. Tu sais, oui, tu peux rajouter des éléments plus fashion, mettons. Mais tu sais, moi, j'ai jamais considéré que j'étais comme fashion parce que j'ai de la misère à suivre ces tendances-là, puis ça m'intéresse moyennement, tu sais. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis sinon, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la pandémie, là. Je pense pour beaucoup de monde, ça a remis les priorités à la bonne place, là. Oui. Mais tu sais, je suis passée d'aller à je sais pas combien d'événements médias par semaine, puis tu sais, des tournages, puis des ça, puis t'es toujours sur la go, puis t'es toujours en représentation un peu à... ben passer comme plusieurs mois tout seul chez vous dans différentes paires de leggings, là, tu sais. Puis de te rendre compte que, hey, mon Dieu, ce qui me manque, là, c'est vraiment pas de choisir mon kit, là. Ce qui me manque, c'est comme de voir le monde, là. Fait que, tu sais, ça, je pense que je suis pas la seule, là, mais moi, j'ai vraiment l'impression que ça m'a aidé comme à prendre du recul par rapport à tous ces enjeux-là, tu sais. Oui, vraiment. Moi, je m'habille pas pareil comme avant la pandémie, là. Qu'est-ce qui a changé? C'est plus lousse. C'est plus confortable? Lousse. Ah oui. Ah oui, là. Ouais. Ça, c'était comme drastique. Là, c'était comme, ah, mon Dieu, ça me tente pas de me rhabiller de même. Je regardais mon linge, j'étais comme, hey, j'étais pas bien dans ce chandail-là. Là. Mais puis tu le portais pourquoi? Parce qu'il était flatteur? Ouais, genre, là, parce que comme, je me disais, genre, là, trop sloppy, habillée d'une autre façon pour ce contexte-là, pour aller sur scène. J'étais comme, non, là, vraiment, je me dis, ouais, c'est comme ça, je m'habille chez nous, puis je vais pas exagérément, je vais pas être en pidge non plus, là, parce que je vais pas être mieux, là, genre si je sens que je suis trop comme vulnérable. Je veux du linge que j'aime, mais j'essaie de vraiment plus le passer dans un autre circuit dans ma tête que j'aime parce que je suis bien dedans, là, tu sais. Ouais. Mais j'ai déjà dit ça dans un autre podcast que j'essaie des fois de pas me regarder dans le miroir avant de sortir pour de chez nous. Genre sentir comment t'es confortable. Ouais, mais je me force, là, je me vois quand même, là, tu sais, mais comme pour pas trop être en train de me dire comme si je vais-tu être, si je suis bien de même, je vais pas me regarder et me dire bon ben je suis plus bien parce que finalement ça donne pas ce que je voulais là. Mais c'est fou ça c'est quelque chose que j'observe beaucoup aussi, c'est tu sais il y a des jours où on se sent bien puis il y a des jours où on se sent comme de la merde là, tu sais je pense que c'est tout à fait normal, des fois ça peut être juste comme t'as mangé trop de raisins puis t'es ballonné là, tu sais ça peut être ça, tu sais ça peut être bien des facteurs aussi là. Mais ce que je me suis rendu compte aussi c'est que souvent, je me lève, je suis comme, je me sens bien dans ma peau aujourd'hui. Genre, je sais pas, je sens que, j'ai bougé, je suis confortable. Ouais, je fais du sport hier, je le ressens, c'est le fun, tu sais. Puis là, il s'agit que tu te captes dans ton reflet dans le miroir ou sur une photo ou, tu sais, dans le reflet ou, tu sais, dans le regard par rapport à d'autres. Puis c'est vraiment en te comparant que là, tout d'un coup, tu te sens plus bien dans ton corps. Mais c'est vraiment dans ton corps que tu te sens plus bien parce que tu étais bien il y a quelques minutes, là. Tu sais, fait qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans le fond que tu t'es rendu compte que ton image, elle concordait pas avec une image idéalisée, tu sais. Puis c'est ce gap-là qui fait mal, puis que t'es comme, oh, mon Dieu, je veux absolument comme éviter ça, tu sais. Fait que, tu sais, je dis pas que ça existe pas, tu sais, qu'il faut comme s'habiller puis s'en foutre, là. Tant mieux, tu sais, j'admire vraiment les gens qui sont capables de faire ça. Moi, je suis pas capable non plus, là. Mais, tu sais, je pense que ça vaut la peine de se poser la question, comme, qu'est-ce qui fait que, tu sais, après m'être vue sur une photo, je me sens plus bien, tu sais. Très souvent, c'est la grossophobie qui est derrière ça. T'sais. Ben oui, moi, c'est sûr, c'est ça. T'sais, très souvent, c'est comme, tu sais, on va dire, ce vêtement-là, il est vraiment flatteur. Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est flatteur? Ben, ça veut dire que ça a l'air de t'amincir au plus possible. C'est tout le temps ça. Mais oui. C'est tout le temps ça. Si t'es une femme, ça va souligner ta taille, puis tu sais, ça va comme mettre des courbes aux bonnes places, entre guillemets. T'sais, vous n'entendez pas dans le micro, mais je fais un guillemet avec mes doigts. Mais tu sais, c'est tout ça, puis moi aussi, j'essaye de m'habiller pour que ça soit flatteur parce que je me rends compte que si je le fais pas, ben je me sens pas à mon meilleur dans ma peau, tu sais. Puis je trouve ça con parce que j'essaie de déconstruire ça, mais
je pense que c'est un peu idéaliste des fois de dire « Ah, je vais faire comme si je m'en fous », alors qu'on vit dans un monde qui s'en fout pas, tu sais. Non, vraiment pas. Tu sais, c'est un peu... ça peut être juste un moyen de naviguer ta journée normalement, sans te faire écœurer, sans avoir des pensées envahissantes. Tu sais, ça peut juste être une façon de dire « Regarde, je vais mettre des vêtements dans lesquels je sais que je me sens bien, tu sais, sont confortables, puis en plus, sont flatteurs dans le sens que je serai pas comme trop self-conscious, mettons. Ouais, c'est ça. Mais... je sais d'où ça part, puis tu sais, je le sais, c'est quelque chose que j'essaie de déconstruire, mais je suis pas rendue là, vraiment pas, puis je me donne le temps puis l'espace pour le faire, là, parce que, tu sais, c'est vraiment facile à dire « Ah, c'est grossophobe de vouloir, tu sais, de pas vouloir avoir des vêtements assez flatteurs, mettons, tu sais. » ou c'est grossophobe plutôt de vouloir des vêtements flatteurs puis de pas vouloir comme juste porter ce qui est confortable. Puis oui, en effet, c'est grossophobe, mais c'est tellement programmé en nous. C'est tellement partout que c'est un système qui est là autour de nous. Ça se défait pas d'un coup. Non, là, non, vraiment pas. Je sais pas si vous êtes de même, là, mais moi, mettons, dans ma vie, là, quand je sais que quand j'ai été comme plus mince qu'en ce moment, je mettais vraiment du linge comme plus serré, là, comme pour justement comme qu'on voit, là, tu sais. Puis plus que mon corps change, mettons, tout plus que je mets du linge comme ça pour me cacher comme dans mon linge. Puis on dirait que j'étais comme... C'est peut-être pour ça, des fois, que j'ai comme l'impression... Je sais pas, là, j'aime moins mon look, parce que je suis comme, ben c'est sûr, parce que je m'habille vraiment pas de la même façon. Tu sais, je m'habille comme pour me cacher, au lieu de m'habiller comme... Je vais pas dire pour me mettre en valeur, mais juste comme, tu sais, normal, là, tu sais, comme... du linge que je suis bien dedans, mais qu'on voit mon corps dedans. Tu sais, c'est obligé d'être comme si j'avais un sac de papier là, qui me cache. Des fois, ça me fait sentir bien, mais des fois, en même temps, j'ai l'impression de me priver de mettre d'autres choses. Oui, ça te fait sentir safe. Dans le fond, t'es comme t'es comme en sécurité là-dedans, tu sais. Mais, moi, en fait, je pense pas faire ça. C'est plus comme, mettons, je sais que je sors pas de chez moi, là, ça peut arriver, là, je vais porter genre coton ouaté, des choses comme ça qui sont vraiment confortables. Mais... tu sais, non, j'essaie pas de cacher mon corps. Ça, j'ai arrêté de le faire, là, vraiment, là, le plus possible. Mais j'essaie vraiment de choisir des choses dans lesquelles je suis confortable. Mais ce que je me suis rendu compte, puis j'en ai déjà parlé avec plusieurs personnes aussi, mais quand j'ai des tournages pour la télé, à peu près 80% de ce qui me préoccupe, c'est en lien avec ce que je vais porter, tu sais. C'est pas le contenu que je vais partager parce que ça, je le sais que je suis bien préparée, tu sais. Je le sais que j'ai travaillé fort, tu sais, j'ai fait de la recherche pour mes chroniques. Je me suis pratiquée, je sais que je suis capable d'être éloquente quand c'est le temps, tu sais. J'ai confiance en ça. Mais là où j'ai pas confiance, c'est comme, comment je vais me sentir cette journée-là dans cette robe-là, mettons. T'sais. Fait que là, souvent, il faut que tu apportes plein d'options. Puis là, il y a des contraintes en télé. Tu peux pas porter juste du noir, tu peux porter du blanc, le rayé, les petits motifs. Là, tu sais, je porte un tablier. Fait que là, il faut que ça soit quelque chose qui se porte bien avec un tablier. Tu peux pas mettre un coton ouaté, tu sais. Fait que, tu sais, il y a comme plein de choses. Là, faut que ta robe, elle soit pas la même couleur que la couleur des armoires en arrière parce qu'on ne verra pas, tu sais. Fait que, tu sais, il y a comme plein d'affaires à considérer. Puis je le sais que c'est niaiseux, là, mais c'est quelque chose qui me préoccupe quand même beaucoup, là. C'est pas niaiseux, là. T'es filmé, là, puis t'es comme... Tu sens là, ton corps. Là, oui, c'est quand ça. Quand t'es filmé, là, t'es comme... Ouais. On dirait que tu sens tous tes morceaux. Là, oui, t'es encore plus conscient. Oui. Puis, tu sais, il y a heureusement, tu sais, je veux dire, il y a, comme, mettons, sur le plateau de Moi, je mange, l'émission de cuisine que je participe à Télé-Québec, on a une styliste, Catherine, qui est là, tu sais, j'apporte comme 3-4 kits, puis elle m'aide à choisir, tu sais, ce qui va être le plus confortable, ce qui va fitter avec le kit de Stéphane, puis blablabla, tu sais, c'est comme tout le temps ça. Fait que, tu sais, il y a des gens qui sont vraiment là, puis sont compétents, puis sont bienveillants pour nous aider, mais ça reste comme, puis des fois, je suis comme, voir que, genre... J'ai passé 45 minutes dans ma tête avant de m'endormir hier à visualiser quel kit irait mieux. Genre, il me semble que j'ai mieux à faire, tu sais. Ah oui, fait que ça me fâche quand mon cerveau va là, mais je suis comme, en ce moment, c'est ça, là, tu sais. Je sais que, oui, je pense que ça fait partie de complexe de dire comment je peux habiller le plus possible mon corps pour, comme, le célébrer tout en étant confortable, tout en le présentant pas comme un objet qui pourrait faire en sorte que des gens seraient méchants vers moi ou me prendraient moins au sérieux. Tu sais, tu veux pas être trop sexy parce que là, ça passe à côté du message, moi, que je veux passer, tu sais. Pas que je veux pas être sexy, mais tu sais, je veux pas que le focus soit là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Puis là, que je me rends compte à quel point ça prend de la place, l'apparence, là, tu sais. C'est fou. Y a-tu des...
tu disais qu'avant, tu avais des... Bon, y a-tu des parties de ton corps qu'avant tu cachais puis que maintenant tu célèbres? Ben pas tant des parties de mon corps, mais tu sais, plus ma silhouette en général. Puis tu sais, moi, j'ai tout le temps été plus grosse que mes amis, genre même quand j'étais enfant. La première fois que je me suis rendu compte, j'avais 8 ans, tu sais, puis j'ai retrouvé la photo de ça il y a pas si longtemps, puis j'étais comme, ah ouais, effectivement, je me souviens exactement de cette journée-là de m'avoir cachée dans une serviette en sortant de la piscine, genre, je m'en rappelle. Comment ça s'était passé? C'était quoi? Ben, en fait, c'est drôle parce que c'était avec mon amie, genre, la petite voisine qui est toute menue, tu sais. Nos parents nous avaient acheté, genre, le même maillot de bain, tu sais. Puis je pense que c'était probablement la même grandeur, on avait le même âge, tout ça. Puis, tu sais, sur elle, il était comme un peu lousse, puis moi, il me pétait sur le corps. Puis c'était comme le même maillot, puis j'étais comme, ah, OK, tu sais, fait que mon corps est différent. Puis ce que je voyais dans les médias, c'était pas des filles plus grosses, c'était tout le temps des filles minces. Fait que j'étais comme, ah, il y a sûrement quelque chose qui est pas correct avec mon corps, mais je sais pas c'est quoi. Puis, tu sais, mon poids, il a quand même varié, mettons, depuis l'âge de 20 ans. Tu sais, dans les 20 dernières années, ça a fluctué. Volontairement ou pas volontairement? Ben, volontairement, dans le sens que j'ai pris du poids pour toutes sortes de raisons. Tu sais, à l'université, là, tu sais, je travaillais tellement fort, tu étudies tout le temps, tu bois, tu sais, il y a comme plein de choses, là. Puis, tu sais, des périodes de ma vie où est-ce que je vivais plus de stress ou même de détresse, tu sais, émotive et tout ça. Puis là, que j'avais des habitudes de vie qui étaient vraiment pas optimales, tu sais, j'étais sédentaire et tout ça. Puis, j'ai eu des périodes aussi où est-ce que j'ai essayé de reprendre le contrôle de mon poids à travers l'alimentation, flirter avec quelque chose qui pourrait ressembler avec un trouble alimentaire, faire de l'exercice compulsivement. Puis là, j'étais arrivée à un poids où j'avais jamais été à ce poids-là dans ma vie adulte. Là, j'étais vraiment le plus mince possible. Puis c'est un peu après ça que je me suis rendu compte de la toxicité de tout ça, puis du danger aussi de faire varier le poids, puis que j'ai décidé de me tourner plus vers quelque chose de plus, tu sais, de plus axé sur l'alimentation intuitive, puis d'être plus à l'écoute de mes besoins. Puis là, ben j'ai repris du poids avec ça, puis peut-être plus que j'en avais avant. Mais pour moi, c'était comme une réponse normale de mon corps, tu sais, de dire, regarde, on va aller explorer un peu tout ça, puis j'ai comme lâché prise un peu par rapport à ça. Tu sais, mon focus en ce moment, il est vraiment plus sur comment je gère mon stress, là. Mon baromètre, là, pour savoir comme si je m'occupe bien de moi en ce moment, c'est pas mon poids, c'est comme des signes de stress, tu sais. Est-ce que je dors bien? Est-ce que j'ai de l'énergie? Est-ce que j'ai des palpitations? Est-ce que je suis capable de me concentrer? Tu sais, pour moi, c'est rendu ça comme... Parce que je pense aussi avec la pandémie, là, comme je disais, on a pris un certain recul, tout le monde, par rapport à ce qui est le plus important. Mm-hmm. Puis je me suis rendu compte que pour moi, ma santé devait passer avant ce que je faisais pour mon apparence. T'sais. Fait que maintenant, j'essaie de focusser plus sur comment je prends soin de moi pour avoir le maximum d'énergie puis gérer mon stress et tout ça. Fait que maintenant, je suis comme... Tu sais, je suis beaucoup, beaucoup plus détachée face à mon corps. J'aspire pas, tu sais, je me sens pas dans une place, tu sais, genre de self-love puis de poser en bikini puis tout ça. Tu sais, j'ai écouté votre épisode, vous parliez, tu sais, du cover, du balado, là, tu sais, de ce que... Puis j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, ils sont vraiment courageux parce que c'est pas évident, là, faire ça, là, tu sais. C'est quand tu t'aimes pas, non, c'est pas... Il y a encore des sueurs. Oui. Non, puis je vous ai entendu dire comme c'est comme si on faisait un deuil, puis je pense que c'est exactement ça, tu sais. Moi, j'avais vécu ça quand on a fait les photos de mon premier livre il y a 2 ans. Ça fait, mettons, 2 ans et demi, là, tu sais, avant qu'il sorte. Puis c'était une des premières fois que je me faisais prendre en photo par comme un professionnel, tu sais, puis que je voyais les photos que c'était pas genre que tu contrôles l'angle là, sur Instagram, là, genre. Tu sais, puis qu'à la limite, tu mets un fil, puis tout ça. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai l'air de ça. Puis tout le monde était comme, oh mon Dieu, t'es tellement belle, t'es tellement ci, t'es tellement ça, t'es magnifique la photo. Puis j'étais comme, attends, mais vous me dites que c'est de ça que j'ai l'air d'habitude. Puis ça m'a fait le même feeling que quand t'entends ta voix, genre dans Instagram Story pour la première fois, t'es comme, est-ce que ma voix a vraiment l'air de ça? C'est parce que j'aurais aimé ça, tu sais. C'est comme, j'aurais aimé ça que vous me le disiez comme si, hey, j'ai un persil dans le dent. Genre, j'aurais aimé ça qu'on me le dise que j'avais l'air, tu sais. Puis là, j'ai vraiment vécu comme un choc. Puis là, un deuil, tu sais, de ce que je pensais que j'avais l'air, tu sais. Fait que là, toutes les étapes du deuil, tu sais, t'es triste, t'es en colère, tu remets, tu sais, t'es comme, ben là, peut-être que je pourrais faire une diète, blablabla, reprendre le contrôle là-dessus. Tu sais, je suis pas allée là, heureusement, mais je l'ai vécu, ça aussi. Puis je me rends compte, là, je suis rendue dans une période plus comme d'acceptation. Tu sais, avec un deuil vient éventuellement le fait, là, on passe à d'autres choses. Ouais. Sauf que je pense pas que c'est juste un deuil. Je pense que c'est de multiples deuils face à tout ce qu'on nous promet. Là. Hey, si tu réussis à faire telle chose, il va t'arriver telle chose de fantastique. Tu sais. C'est tout le temps ça. Tu as parlé un peu vite, là, mais de
qu'à un moment donné, tu étais devenue vraiment plus mince, puis tu flirtais avec le trouble alimentaire. Tu es à l'aise d'en parler? Ah, ben oui, tout à fait. Comment ça se manifestait? Ça s'est manifesté par beaucoup de contrôle alimentaire. J'avais développé, tu sais, moi, je suis végane depuis 10 ans. Fait que, tu sais, j'avais une alimentation végétalienne déjà. Mais là, j'ai écouté des documentaires sur Netflix, tu sais, entre autres, genre Forks Over Knives, puis je me souviens pas des autres, là, genre What the Hell, puis tout ça. Puis c'est des documentaires qui sont pro-vegan, mais qui utilisent des arguments nutritionnels assez fallacieux, tu sais, dans le sens que c'est pas super solide. Tu sais. Moi, je pense qu'il y a plein de bonnes raisons de devenir végane ou, tu sais, de manger à base de plantes. La première, pour moi, étant les animaux. Tu sais, je trouve que ça n'a juste pas de sens. C'est le système alimentaire dans lequel on est en ce moment, où est-ce qu'on utilise les animaux. Il y a l'environnement. Puis c'est vrai que c'est bon pour la santé de manger plein d'aliments d'origine végétale. Mais il y a beaucoup d'arguments pour le poids. Puis il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, ben moi, depuis que je suis végane, j'ai perdu du poids. » Mais c'est comme « OK, mais est-ce que tu es vraiment juste devenu végane ou est-ce que c'est devenu une autre diète? » Tu as eu une... Puis dans ces documentaires-là, par exemple, sur Netflix, ce qu'on va voir beaucoup, c'est comme tu devrais manger aucun aliment transformé, tu n'aurais presque pas de sucre, aucune huile. Fait que, tu sais, moi, j'avais développé ça, c'est ce qu'on appelle l'alimentation whole food plant-based, tu sais. No oil, même, je pense qu'il y a même le no oil qu'on rajoute à la fin. Fait qu'en gros, c'est que tu fais sauter tes légumes dans de l'eau au lieu de l'huile. Puis tu mets du jus de citron au lieu de la vinaigrette sur ta salade. Puis tu te fais des vinaigrettes à base de... J'ai envie de pleurer en ce moment quand tu dis ça. Sérieux, je m'imagine. Tu faisais ça? Tu faisais sauter dans l'eau? Tu fais sauter tes légumes dans l'eau. Pas de sel? Oui, tu peux mettre un peu d'assaisonnement, mais pas d'huile. Tu fais ton humus maison sans huile, parce que le humus du commerce, il y a de l'huile rajoutée dedans, puis c'est trop transformé, entre guillemets. Fait que, tu sais, tout ça. Puis là, après ça, tu sais, j'avais lu un livre là-dessus aussi, qui était carrément une diète aussi. Puis là, je suis tombée là-dedans, là. Puis là, je me suis mis à me peser comme 2 fois par jour. Puis, tu sais, je me suis mis à, comme, manger très, très peu, avoir tout le temps faim. Dès que j'avais faim, aller prendre une des collations que j'avais le droit de manger là-dedans. C'était souvent comme du céleri avec mon humus maison sans huile, genre. C'était vraiment ça. Puis t'aimais ça au goût ou c'était une torture? L'affaire que je dois dire, c'est que j'ai réussi à rendre ça bon. Parce que je pense que j'ai quand même ce talent-là, de rendre les choses bonnes. Puis j'étais comme, aïe, si j'ai réussi à rendre ça bon, quand je vais réintroduire. Puis, en fait, là, je m'amuse maintenant à réintroduire l'huile dans l'alimentation. Puis, comme dans mon 2e livre, c'est un des sujets comme apprendre à bien utiliser les huiles en cuisine pour donner plus de saveur puis tout ça. Parce que ça a déjà été exclu de ma vie. Puis avec du recul, je me blâme pas parce que c'était ce que je consommais. C'est ça qu'on me disait, tu sais. Puis on me disait que... Puis quand je dis « on », c'est genre des conférences de médecins que j'étais allée voir sur le sujet, puis qui disaient « Ah, tu sais, si vous faites ça, vous n'aurez jamais de diabète, de ci, de ça, vous allez être en parfaite santé, vous allez perdre du poids, vous allez avoir une belle peau, tu sais. » On promet tout ça, même au sein du mouvement vegan, tu sais. Mais je pense que c'est important de départager que c'est pas en soi le véganisme qui est un trouble alimentaire ou qui inspire au trouble alimentaire, mais ça peut être utilisé comme un argument, en fait. Puis je pense vraiment que c'est beaucoup plus facile de dire à quelqu'un, si tu arrêtes de manger ça, puis que tu changes ton alimentation pour ça, tu vas perdre du poids, plutôt que, hey, si tu arrêtes de manger comme ça, il y a un animal qui va arrêter de souffrir, puis tu vas arrêter de contribuer à un système d'oppression, tu sais. Qu'est-ce qui va plus marcher comme argument? Le poids, tu sais, ou juste ça, c'est relié à nous directement, ça nous touche tout de suite. Puis on est tous traumatisés par la société grossophobe. Fait que moi, je pense que c'est normal d'avoir ces arguments. C'est normal d'y croire à cette narrative-là. Puis je blâme même pas les gens qui utilisent cette narrative-là pour essayer de vendre les idées du véganisme, parce que c'est vrai qu'autrement, on nous écoute pas. T'sais. On est comme, oh, ben là, c'est parce qu'il y a d'autres problèmes plus pressants sur la planète que les animaux. Je suis comme, un exclut pas l'autre. Tu peux comme adresser plusieurs formes d'oppression en même temps dans ta vie. Mais là, quand il est question de poids, ben là, les gens, ils vont tendre l'oreille. Puis je les comprends. Je blâme pas personne. Là. Même moi, je me blâme pas d'avoir tombé là-dedans. T'sais. Fait que ça a été un processus de sortir de ça, puis de reprendre de retrouver une relation plus saine avec la bouffe. Mais c'était pas comme ça quand je suis devenue végane au début. Ça a été comme, c'était là 5 ans. Là, fait que c'était comme au beau milieu de mes 10 années là, de véganisme là, que je suis comme tombée là-dedans. T'sais. Il y avait des facteurs dans ma vie qui faisaient en sorte que j'étais vraiment motivée à perdre du poids.
Puis, tu sais, en fait, ce que j'ai vécu, c'est très aligné avec ce que les statistiques nous disent. Si tu perds du poids, dans à peu près 95% des cas, sur 5 ans, tu vas tout l'avoir repris. Puis, un petit peu plus, même. Et c'est ça. Chez 30 à 40% des gens, ça serait même un peu plus. C'est à peu près ça que j'ai vécu, tu sais. Puis ça, je sais que ça a mis un stress sur mon corps d'en perdre puis d'en reprendre, tu sais. Surtout d'en reprendre en essayant d'avoir une alimentation plus saine. Puis comment tu as vécu ça au début de comme faire... Tu sais, ça allait à l'encontre de ton objectif d'avant, mais de ton nouvel objectif, comment tu dealais avec ces deux affaires-là qui se croisaient? C'est ça. Moi, en fait, ce qui m'a aidé, c'était de comprendre d'où ça vient, tu sais, de comprendre le concept de culture des diètes, de comprendre c'est quoi, toutes ces croyances-là qu'on essaie de nous pousser, de comprendre pourquoi c'est tellement comme envahissant, puis que c'est partout, ces messages-là, donc c'est normal de vouloir comme essayer de se conformer à ça. Puis tous les arguments liés à la santé aussi, qu'on nous dit toujours « Ouais, mais tu peux pas être gros en santé », la réponse, c'est plus compliqué que ça. Tu sais, c'est pas vrai ni faux, mais c'est pas ni l'un ni l'autre. C'est pas une généralité. Là. C'est pas une généralité. Ouais. La santé, c'est déterminé par comme une liste de facteurs. Souvent, le premier, c'est la génétique, puis ensuite, c'est genre notre milieu socio-économique. As-tu accès à un médecin de famille? As-tu accès à de la bouffe? As-tu accès à des légumes dans ton quartier? C'est un peu toutes ces choses-là. Mais moi, en fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de comprendre ces systèmes-là, d'où ça vient. Parce que la colère que j'avais comme l'espèce de culpabilité que tu as contre toi, tu sais, cette énergie-là, tu la tournes vers quelqu'un d'autre, tu sais. Puis le quelqu'un d'autre, c'est... Moi, je les imagine comme des messieurs riches dans leur tour d'ivoire qui se sentent mettre plein les poches, tu sais, quand nous, on se sent pas bien, tu sais. Puis ils ont pas de visage, là, mais c'est des messieurs sûrement blancs, riches, dans leur tour d'ivoire ou sur leur yacht de 60 pieds l'été, puis qui sont comme « Yeah, j'ai un plus gros yacht parce que elle se sentait pas bien dans sa peau, fait que... » elle a acheté mes poudres de protéines, tu sais. C'est un peu ça. Fait que ça m'aide comme à voir comme le méchant comme étant comme quelqu'un qui essaie de perpétuer des systèmes d'oppression, tu sais. Mais ça aide, mais ça, c'est pas tout, là. Je veux dire, il y a d'autres travail à faire aussi, là. Ça t'aide de le vivre comme une petite rébellion, mettons. Oui, mais tu sais, ça aide de comprendre ça. Puis moi, j'ai vraiment de la misère avec genre des vérités arbitraires. J'ai vraiment de la misère. Ou tu sais, des genres de paroles arbitraires. Tu sais, de dire... Je sais pas, mettons, c'est le nouvel an, il faut que tu prennes des résolutions. Genre, pour moi, ça veut rien dire, genre. C'est que j'ai vraiment besoin d'un pourquoi plus clair que ça, d'une motivation plus claire. Plus cérébrale, un peu. T'as besoin que les raisons, ça te rassure, là, ça t'aide de comprendre, d'avoir c'est essentiel, infos, même. Ouais. C'est pas juste que ça me rassure. Pour moi, c'est essentiel. Tu sais, j'ai une formation en sciences, tu sais, j'ai un bac en sciences. J'ai comme tout le temps travaillé dans une approche très centrée sur les faits, tu sais. Même quand tu travailles en 1-1 avec quelqu'un comme thérapeute, t'as pas le choix d'être axé sur la science quand même. Fait que, tu sais, moi, de quelqu'un qui me dit « Oui, mais t'as juste à t'aimer ». Moi, ça me dit rien, genre. Ça m'aide pas pantoute. Genre, vraiment pas. Puis, tu sais, je vois des filles, des belles filles grosses en bikini sur Instagram qui sont comme « Aime-toi, toi aussi, comme je m'aime ». Puis, je suis comme « Je te trouve magnifique, genre, you go, girl ». Mais moi, ça me parle pas pantoute, cette phrase-là. Okay. J'ai besoin de plus d'une raison claire derrière ça. Fait que ça m'aide à comprendre... T'sais, l'histoire de la grossophobie, c'est où les racines de ça? T'sais, qui est-ce qui en bénéficie de ce système-là d'oppression? De dire, il faut absolument être mince pour avoir de la valeur au sein de notre société. Qui est-ce qui en profite de ça? T'sais? C'est pas moi, là. T'sais. C'est pas toi, c'est pas toi, là. C'est d'autres personnes qui en profitent. Puis ça m'aide à comprendre comme le pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Puis après ça, de pouvoir prendre une décision pour moi, tu sais, puis de dire « Ah, OK, bien, tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui bénéficie que j'aie ces pensées-là. » Ça veut pas dire que je les ai pas. Oui, tu sais, des pensées encourageantes ou des commentaires positifs de gens, ça peut aider. Mais à la base, moi, ce qui m'aide le plus, c'est de comprendre comme qu'est-ce qu'il y a derrière ça, tu sais. Puis je suis certaine que je suis pas la seule non plus, là. Il y a beaucoup que notre cerveau fonctionne comme ça, là. Parce que des fois, juste le « aime-toi », on dirait que ça fait plus... Des fois, moi, ça fait sentir comme « Ah, je m'aime pas. Bon, rien à faire. » Oui! Ah, mon Dieu, c'est exactement ça. Je serais pas capable. Excusez. C'est exactement ça. Non, c'est pas pour moi. Crois en toi. Je suis comme, ouais, mais non, tu sais, moi, j'ai plus besoin de croire en... Moi, j'ai pas besoin de me faire dire crois en toi. J'ai besoin de me faire dire, OK, en ce moment, mettons, tu te sens découragé. C'est normal, gars, qu'est-ce que tu as traversé? Voici les ressources que tu as mobilisées pour survivre à ça. Là, en ce moment, tu te sens comme ça. Prends le temps de le vivre. Ça durera pas. Mais si tu le vis pour vrai en ce moment, j'essaie pas de minimiser. Puis après ça, je vais reprendre ce que j'ai appris, puis je sais que je vais faire d'autres choses avec ça, tu sais. Mais de me faire dire des généralités comme ça, là, moi, ça m'a jamais interpellée. De là, j'imagine l'importance qu'il y ait plusieurs personnes différentes
qui essaie de porter le message, que peut-être qu'il y a quelqu'un que ça marche pour lui de se faire dire. Ils font c'était juste ça. Ben oui. Puis ils font oui, je vais m'accepter d'abord, je m'en crisse, puis peut-être ça les booste. Mais ça, c'est tellement vrai. On a tellement besoin, par rapport à tout, là, tu sais, puis même dans le véganisme, par exemple, on a besoin d'une diversité de messages. On a besoin de gens qui vont dire regarde, c'est ça qui se passe dans un abattoir, puis regarde à quel point c'est cruel, puis regarde à quel point ça n'a pas de bon sens, tu sais, de flatter ton chien puis de manger du bacon en même temps. Tu sais, on a... c'est... c'est moi! C'est ça! Oui, allô, c'est moi! Non, mais tu sais, ça, c'est le concept du spécisme puis la discrimination selon l'espèce, puis ça prend des gens qui ont ces approches-là puis qui vont dire « Regarde comment ça n'a pas de bon sens, ça! » Puis il y a des gens qui vont être à une place, qui sont prêts à l'entendre puis à faire ce qu'il faut après ça pour changer des choses. Puis il y a des gens qui sont peut-être pas disponibles pour entendre un message comme ça. Fait que ça prend des gens aussi qui vont avoir un message. OK, je sais que c'est pas facile, mais voici une recette de tofu, mettons. T'sais. Puis ces deux messages-là, ils ont leur place parce qu'on va s'adresser à différentes personnes à différents moments. Puis je pense que le but, c'est qu'on rejoigne le plus de monde. Puis par rapport à l'acceptation corporelle, même chose, les filles justement qui se mettent en bikini sur Instagram, moi, ça m'aide vraiment dans le sens juste de les voir, tu sais, au jour le jour, de voir différents types de corps. Ça t'aide vraiment à comprendre, tu sais, le vrai concept de diversité corporelle, tu sais. Est-ce que, moi, des fois, je me demande si ça devient pas encore, genre, une autre façon d'encore me comparer. Ah, c'est une bonne question. De quelle façon? Ben, genre de dire, moi, je suis pas à l'aise d'être en maillot de bain comme elle, mettons. Non, mettons... que toutes sortes de monde montrent leur corps versus juste des filles qui étaient vraiment comme parfaites pour les standards qu'on avait, là, que je mets encore des guillemets. Est-ce que là, c'est quelqu'un qui correspond pas? Est-ce que je me dis, comme je peux me dire, en fait, à l'inverse, comme, je suis un peu plus mince. Tu comprends? Comparer, OK. Ouais. Qui est pas plus sain, peut-être. Dans le sens que des fois, moi, je pense que je le regarde. Je l'utilise peut-être pas toujours de la bonne façon. Ouais, je comprends. Vrai, je l'utilise encore avec avec mon mécanisme le même que j'utilisais avant, mais pour me... Mais une chose qui est certaine, c'est que, tu sais, dans des systèmes d'oppression, tant que les plus opprimés ne seront pas libérés, il n'y a personne qui va être libéré. Puis quand on va libérer les plus opprimés, tout le monde va être libéré. T'sais. C'est-à-dire que si une personne... Tu sais, le mouvement body positive, par exemple, une des fausses conceptions autour de ça, c'est que si tu es relativement mince, mais que tu as un petit bourrelet, puis qu'on t'a tout le temps dit que tu n'avais pas le droit d'avoir un bourrelet, puis qu'il fallait que tu fasses une diète avant d'aller à la plage pour pas avoir de petits bourrelets, puis là, tu décides de te réapproprier ton corps puis de prendre une photo où est-ce que tu te penches un peu puis on voit ton petit bourrelet puis t'es comme body positive puis genre je m'accepte comme je suis ou genre des filles qui viennent d'avoir des enfants puis qui acceptent leur vergeture et tout ça. C'est vraiment quelque chose de positif puis c'est vraiment essentiel parce qu'on a tellement été modelés à croire le contraire. Tu sais, il y a, je pense, 5% des gens qui ressemblent à ce qu'on voit dans les médias. Tu sais. 5% des gens qui ont un corps similaire à ce qui est valorisé dans les médias. Fait que, tu sais, au naturel, mettons. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Gainé puis retouché. Oui, c'est ça. Des gens qui ont le body type, là, mettons, qui correspond à ce qu'on voit dans les médias. Fait que oui, tu sais, c'est de dire oui, genre, j'accepte mon corps ou genre body love, tout ça, c'est vraiment comme important. Mais à la base, le mouvement body positive, ça a été parti par des gens dont le corps était reconnu comme étant foncièrement négatif. Donc, en général, il y a beaucoup de personnes trans, des personnes grosses, des personnes, souvent des femmes noires trans encore plus, des personnes avec des handicaps physiques visibles ou, tu sais, des maladies. Des affaires, ouais, exactement, c'est ça. Des gens que tu les regardes et tu es comme, ouh, toi, c'est vraiment négatif, ton corps, il est comme, il n'y a pas de raison qu'on l'accepte et qu'on l'aime comme il est, tu sais. Puis ces personnes-là ont parti le mouvement body positive pour dire, hey, je demande juste comme de pouvoir avoir le droit d'exister dans mon corps puis qu'on arrête de voir mon corps comme étant négatif puis d'avoir droit à de la dignité puis à un traitement équitable, genre, c'était ça. Fait que là, après ça, quand t'as des filles minces qui se réapproprient ce mouvement-là, bien là, après ça, qu'est-ce qui arrive si tu ouvres le hashtag body positive sur Instagram? Ça va peut-être prendre du temps avant que tu vois une fille black, grosse, peut-être une personne trans, tu sais, ça va prendre du temps. Plus, Fait que, c'est pour ça que c'est important de comprendre les racines de ce mouvement-là. Puis après ça, tu sais, il y a de la place pour tout le monde là, dans l'acceptation corporelle parce que probablement que tout le monde est affecté à un certain niveau. Mais c'est important, encore là, moi, ça revient à mon besoin de comprendre d'où ça part. Là. Mais tu sais, quand je vois le travail de ces personnes-là, je me dis c'est parce qu'il y a une personne
grosse noire trans, peut-être dans les années 80, qui a réclamé son droit d'exister. C'est peut-être pour ça que moi, en ce moment, comme personne plus grosse que la moyenne, j'ai le droit de faire de la télé, tu sais. Tu comprends? Parce que peut-être si ça n'avait pas été du travail de quelqu'un comme ça, peut-être qu'on serait encore dans des standards super inaccessibles, super étroits, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que c'est normal de dire « Ah, ben là, je vais me comparer à cette personne-là, puis là, je vais me dire hey, « Je suis pas si pire, au moins, je fit quand même plus d'un standard, puis tout ça. » Mais c'est intéressant de se poser la question, OK, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? T'sais? Ah oui, mais clairement, je me dis pas, hey, yes, bonne idée. Ça bon y est, j'ai réglé le problème. Brillante, la fille. Mais j'ai réalisé que je me suis dit, je pense que je fais ça des fois, tu sais. Puis c'est pas comme dirigé vers la personne, là. C'est pas, je me dis pas comme, elle est laide. Tu sais, c'est juste une tentative comme une autre dans mon quotidien d'essayer de me sentir moins. Comme de m'aimer plus, mais pas de la bonne façon, là, tu sais. Mais je suis sûre qu'il y a quelque chose de très normal là-dedans. Oui, c'est ça. Très... Mais là, je suis vraiment sincère, mais c'est quand même gênant de faire ça. Oui, mais... oui, mais tu sais, dans le sens que je pense pas que c'est quelque chose que, genre, tu pourrais être comme, hey, les filles, je vais vous partager mon meilleur truc pour vous sentir bien dans votre peau. Allez voir des personnes qui correspondent encore moins aux standards que vous, tu sais. Je pense pas que... Non, c'est ça, je dis, je suis pas un conseil, là. Non. C'est juste un fait. Je pense que c'est très humain de faire ça. Puis c'est une belle occasion après ça de regarder, tu sais, encore là, qu'est-ce qui fait que si tu vois, par exemple, une fille plus grosse, tu te sens meilleur, tu te sens mieux toi dans ta peau, ben c'est la grossophobie encore là, tu sais. Ben oui. Fait que c'est là que c'est vraiment intéressant d'aller voir puis de comprendre les racines derrière tout ça, tu sais. Qu'est-ce qui fait que dès que je suis plus grosse que ce qu'on me dit que je devrais être, je me sens pas bien, alors que, tu sais, à la base, c'est neutre, là, la grosseur d'un corps, là, tu sais. C'est vraiment juste parce qu'on a été habitué à ça puis parce qu'il y a des gens qui bénéficient du fait qu'on ait encore ces mentalités-là, tu sais. Mais c'est une chose de le savoir, puis c'est une autre chose après ça de le mettre en pratique à tous les jours. C'est tough, là, parce que je me dis, on est quand même, tu sais, on s'intéresse vraiment à ce sujet-là. On en parle souvent avec toutes sortes de monde. J'ai lu des livres là-dessus, tu sais. Puis j'ai encore des pensées de même, tu sais. C'est pour ça que je suis comme, oh my God. Des fois, j'entends du monde dire des affaires, puis j'ai envie de les étrangler, genre, mais je suis comme... Ben en même temps, moi, je m'informe full là-dessus, puis j'ai encore des pensées de même. Fait que quelqu'un qui porte pas attention, c'est sûr qu'il va dire comme « Ah, t'es donc bien belle, t'as bien maigri. » Ouais. Oui, puis ça y passe, là, il pense pas à ça. Non, puis moi, je pense sincèrement que les gens qui font des commentaires comme ça sont bienveillants. Oui. Je pense vraiment. Tu sais, au même titre que... Ils veulent nous encourager. Ouais, puis je sais pas si, tu sais, je suis toujours un peu frileuse à faire ce parallèle-là parce que je fais pas partie de la communauté LGBTQ2S+, c'est ça, LGBTQ2. Oui, tu connais peut-être plus que moi. LGBTQ2S+. Mais, tu sais, il y a quelques décennies, là, ça existait, puis même ça existe encore aux États-Unis, des thérapies de conversion, tu sais, où est-ce qu'on va prendre une personne homosexuelle puis on va l'envoyer dans un camp pseudo-catholique où est-ce qu'on va lui montrer comment être une personne hétérosexuelle puis pour qu'elle puisse vivre une vie normale, tu sais. Puis les parents qui envoient leurs ados, là, je pense qu'ils sont bienveillants dans le sens qu'ils se disent, ben tu sais, moi, je veux que mon enfant ait une vie le plus normale possible. Puis dans sa vision à cette personne-là, peut-être c'est quelqu'un de très conservateur ou tu sais, très influencé par des valeurs catholiques, par exemple. La religion. Oui, par la religion. C'est ça, ils vont peut-être dire, ah ben là, au moins, il va pouvoir être père de famille. Puis tu sais, il se fera pas écœurer. Puis sa vie va être trop difficile sinon. Exactement. Là, fait que tu sais, je vais l'amener à comme changer qui il est ou peut-être pour devenir une meilleure version de lui-même, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'avec le fait de vouloir modifier notre tu sais, qui on est, ou tu sais, c'est quoi notre poids naturel, ou tu sais, notre image corporelle naturelle, c'est-à-dire quand on vit notre best life, puis qu'on mange bien, puis qu'on bouge, puis tout ça, j'ai l'impression que c'est une forme aussi de dire, OK, bien là, je vais mettre, mettons, mon enfant à la diète parce que je le sais que s'il est gros, il va se faire écœurer à l'école. Puis je le sais aussi qu'il n'y aura pas une vie aussi facile parce qu'on le sait à quel point les personnes grosses sont moins bien traitées. Fait que là, on est comme, ben, je vais l'aider à pas vivre ça. Je pense que c'est bienveillant, tu sais. Au même titre que, c'est bienveillant de dire, hey, mon Dieu, hey, t'es donc bien belle, t'as perdu du poids, tu sais. C'est comme, on est dans ce système-là, tu sais. Mais après ça, c'est de prendre du recul et d'être comme, attends une minute, là. Et y a-tu comme peut-être des choses qu'il faudrait qu'on remette définitivement, en question? Mais, tu sais, je pense pas qu'on peut mettre la pression sur une seule personne de dire, non, à partir de maintenant, faut que tu arrêtes de te conformer puis tu sois toi-même, puis
sais, au pire, tu vivras de la violence, là, c'est pas grave, là. Tu sais, ça peut être une façon juste de survivre à notre quotidien, d'essayer de se conformer à certains critères, tu sais, à certaines valeurs, je pense, là. Fait que faut que ça soit plus haut, là, le changement, là, tu sais. Oui, ben tu sais, je pense que c'est, tu sais, au même titre que je juge pas les gens qui font des diètes parce que c'est un moyen pour eux, probablement, je sais pas c'est quoi leur motivation, mais mettons quelqu'un qui dit « moi, je veux vraiment perdre du poids parce que je me trouve pas belle quand je suis à ce poids-là », je suis qui, moi, pour aller lui dire ça? Parce qu'elle a raison, on vit dans un monde qui est grossophobe. C'est vrai, tu sais. Fait que je suis qui, moi, pour te dire t'as pas raison de vouloir changer, comme pour mieux fitter puis peut-être vivre un petit peu moins d'oppression à chaque journée de ta vie, tu sais. Je suis qui pour dire ça, tu sais. Après ça, est-ce que j'aurais plutôt envie qu'elle vienne dans la game qu'on dise hey, « non, à la place, viens, on va essayer de détruire le système, genre. » Oui, mais ça se peut qu'elle soit pas là, puis ça se peut qu'elle le soit jamais. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, j'avais... Moi, quand j'ai pris conscience de la culture des diètes, puis, tu sais, de toute l'oppression derrière tout ça... En commençant un peu, j'imagine, à t'intéresser dans ton travail, ouais. Bien, c'était pas tant dans mon travail. Ben oui, mon travail comme plus dans les médias, ouais. Tout ça, là, ouais. J'ai pris conscience de tout ça, peut-être, là, comme 3 ans et demi, à peu près, quelque chose comme ça. Mais... Au début, là, dès que je voyais quelqu'un qui faisait une diète, là, genre, j'envoyais des DM sur Instagram à une fille keto pour dire, ben là, tu devrais savoir que, tu sais, selon tant d'études, le blast, c'est pas bon, puis tout ça. Puis j'étais comme, oh non, je suis qui, moi? Mais tu sais, j'ai été comme ça quand je suis devenue végane aussi. J'étais vraiment fatigante, là. Genre, j'allais dans des DM, ben, pas tant dans les DM parce qu'il n'y en avait pas tant, là. Mais genre, tu sais, j'allais vers le monde, mais là, est-ce que tu savais que l'agriculture, le blast, animal, ça faisait souffrir? Puis j'étais vraiment comme... C'était gossant, là, tu sais. Mais tu sais, quand... dans tes convictions. Là. Ça a été comme ça quand j'ai pris conscience du mouvement anti-diète. J'étais comme, bon, là, il faut que j'essaie de convertir tout le monde. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte comme, non, regarde, c'est pas ça l'approche, là. Aie un message clair à passer, puis passe-le le plus possible, tu sais. Puis après ça, les gens qui sont prêts à l'entendre vont l'entendre, tu sais, puis ils vont te poser des questions, tu sais. Mais sinon, tu sais, je sentais de la violence monter en moi quand je voyais quelqu'un qui parlait de sa diète keto, là, tu sais. Là, maintenant, je suis beaucoup plus... Tu sais, je suis beaucoup plus... comme je disais, je suis pas en colère contre cette personne-là. Je suis en colère contre le système d'oppression qu'est la grossophobie puis la culture des diètes. Je suis en colère parce que je sais que ça m'a fait souffrir pendant longtemps puis que ça le fait encore, tu sais. Puis je suis en colère pour comme les futures générations qui vont encore une fois subir ça, tu sais. Fait que, tu sais, j'essaie de prendre cette colère-là puis de la tourner vers comme... La canaliser vers la bonne pour place. Essayer de faire changer les choses, tu sais. Mais cette personne-là, c'est pas elle l'oppresseur dans cette situation-là, non, tu sais. Non. Oui, tu sais, après ça, je vois une distinction entre une personne qui fait une diète puis une personne en position d'influence qui utilise ça pour comme vendre des produits ou pour juste se valoriser, pour attirer comme du ou qui essaie de convaincre tout le monde d'en faire une aussi. Exactement, c'est ça, avec des narratives qui sont super dépassées, super toxiques, là, genre non, tu vas te sentir vraiment mieux dans ta peau si tu perds 10 kilos, puis je suis comme, attends, excuse-moi, on est en 2021, 2022, là, genre, non, on est ailleurs, tu sais. Ça va vraiment me fâcher, ou tu sais, parce que je sais à quel point ça peut suffire à déclencher un trouble alimentaire chez quelqu'un, là. Puis, tu sais, fait que oui, ça va me fâcher, quelqu'un en position d'influence, mais quelqu'un qui fait juste vivre sa vie, tu sais, à la limite même qui en parle avec ses collègues à l'heure du lunch, moi, je pourrais mettre une limite, mais comme, oh, excuse-moi, ça m'intéresse pas vraiment, tu sais. Entendre parler de diète, là, moi, j'ai décidé d'utiliser une approche où je parle pas de diète, mais on peut parler d'autres choses, si tu veux, tu sais. Ben oui, c'est une bonne idée. C'est ça, tu sais. Puis est-ce que de toutes ces réalisations-là, est-ce que ça vient avec l'âge, avec l'approche de la quarantaine? Je pense que oui, parce que moi, j'ai eu 40 ans l'été passé. Puis honnêtement, là, tu sais, j'étais comme stressée, genre, dans mettons, ma dernière année. Puis en plus, tu sais, j'ai vécu ma dernière année et demie de trentaine, genre, en pandémie, là, mettons. Fait que, tu sais, c'est pas l'affaire la plus... Excitante. Ouais, c'est ça, mais tu sais, t'as pas un gros bucket list, mettons, là. C'est pas comme, oh, j'aimerais vraiment ça, genre, voyager à tel endroit avant. Non, fait que, tu sais, j'avais mis la bucket list de côté. Mais, tu sais, j'ai été stressée dans les derniers mois, comme juste avant d'avoir 40 ans. Puis là, j'étais comme, oh, mais là, y a-tu des choses qu'il faudrait que j'aille réaliser pendant ma trentaine, ou tu sais, plein de choses comme ça. Finalement, la journée où j'ai eu 40 ans, j'étais comme, c'est chill, genre, on s'en fout, là. Tu l'as bien vécu. Pour vrai, ça m'a zéro dérangé. Puis encore maintenant, là, ça fait comme quelques mois, là, puis je suis comme, honnêtement, ça change rien. Puis je le porte assez fièrement dans le sens que ça fait pas partie de mon identité, tu sais. Tu sais, si on me demande qui je suis, mon âge, c'est vraiment pas la première affaire que je vais nommer, tu sais.
il y a bien des choses que je vais nommer avant ça, comme avant de nommer mon âge. J'ai pas l'impression que ça me définit. Puis j'ai des amis de tous les âges dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, tu sais. Puis je trouve qu'on se rejoue. Des fois, on a des genres de gaps générationnels, là, genre quand ils me parlent de... pas des émissions qu'ils écoutaient enfants. Plus des référents, ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme toi, t'es né en 97? Ouais, moi, je suis jeune. Ouais, c'est ça. Tu sais, en 97, je suis en secondaire 4, genre. Ouais, c'est ça. Mais ouais. J'ai eu mon bal là, finissant là, au secondaire en 98. Puis ma robe est inspirée de la robe de Jewel dans le clip Foolish Games. On l'avait fait faire par une amie de ma mère qui faisait un petit peu de couture parce que il n'y en avait pas des comme ça au château. Là. À quoi ça ressemblait? Écoute, c'était au château, oui. Moi, j'ai acheté au château. Ben là, mais y avait-tu d'autres places? Tu sais, je pense pas. Ça. L'entrepôt, le château ou le château. Ouais, c'est ça. Mais Jewel, le Foolish Game, c'était comme une robe taille empire en tissu, genre bleu et gris, un peu transparent. Puis elle avait une genre de petite couronne, comme quasiment d'épines dans les cheveux. Là. Puis j'en avais une aussi que j'avais achetée au château. Là. Puis c'était long. Puis moi, j'avais racheté un boa parce que c'était quand même un bal, là, tu sais. J'ai retrouvé la photo l'autre fois, puis c'était vraiment hot. Genre, le monde, il devait me juger parce que c'était zéro à la mode, là. Mais c'était hot, là, en 98. C'était comme un statement, là, ta robe. Ouais, c'était vraiment cool à Laval. Fait que c'était ça. Cool ouais. à Laval. T'as-tu, parce que moi, mettons la dernière fois que j'ai eu 30 ans, il y a 4 ans quand même, j'ai 34 ans. T'as 34? Oui. Puis, j'avoue que... Oui. Mais chaque année, chaque nouvelle année, comme le 35, je l'appréhende quand même. Ouais. Le 30, je l'ai appréhendé. T'as-tu des conseils pour moi pour me rendre à 40? Moi, ça m'a fait stresse? à 30 ans, puis à le 35, j'ai l'impression que ça m'a plus fessé que 30. Là. Puis à 30 ans, je pensais encore que je voulais devenir mère un jour. À 35, j'avais déjà compris que non, tu sais, j'ai pas envie de devenir mère dans ma vie. Là, tu sais, fait que je savais que je voulais pas d'enfant. Fait que ça a enlevé beaucoup de stress. Tu sais, surtout, on sait, là, pour les femmes, là, c'est comme l'horloge biologique. Puis là, tu devrais... C'est grave de dire qu'on veut pas d'enfant. Ça dérange donc bien le monde. C'est ça, exactement. Ça mais ça aussi, genre, je suis comme, m'en fous. Là. Genre, il y a tellement d'affaires que j'ai faites qui sont pas conformes que je suis comme rendue là. Mais un conseil que j'aurais à te donner, ça serait de côtoyer des gens de tous les âges qui vivent leur best life, puis de te rendre compte que l'âge, on s'en fout. Là. Puis moi, en fait, ce qui m'a vraiment aidée, tu sais, je parlais des enfants, mais tu sais, c'est tout ce qui vient avec le fait d'avoir tel âge. Tu sais, à 30 ans, tu es supposé avoir accompli ça. À 35, tu es supposé avoir accompli ça. Puis je me suis rendu compte qu'il n'y a pas grand-chose qui était sur ma liste que j'ai accompli. Mais la plupart des choses que j'ai accomplies étaient sur aucune liste. Ils sont vraiment cool, tu sais. Moi, je me suis jamais dit, hey, un jour, genre, je vais donner des conférences. J'ai jamais dit ça. Puis, mais c'était quoi ta liste, mettons, quand tu avais 18 ans? Ben, c'était genre avoir un chum, une maison avec une piscine, des enfants, une bonne job, tu sais, stable. C'était pas mal ça, tu sais. Mes parents, c'est des boomers. Fait que, tu sais, c'était des fonctionnaires boomers. Fait que, tu sais, le rêve, c'est la stabilité, là. J'ai rêvé de stabilité. Comme toute vieille milléniale. Puis là, c'est pas ça pantoute. Il n'y a rien sur cette liste-là qui est top. Zéro, non. Ben, tu sais, je suis propriétaire, là. Je suis devenue propriétaire à 25 ans, quand même. Fait que, tu sais, ça, j'ai comme clairé ça. Mais non, c'est ça, il n'y a rien, là. Tu sais, j'habite seule, j'ai pas d'enfants, j'en veux pas. J'ai pas la banlieue. J'ai grandi en banlieue, puis la banlieue, pour moi, c'est comme ça me rend anxieuse. Donc, c'est vraiment pas là où je suis le mieux. Fait que, tu sais, il y a comme tout ce que je pensais que je voulais, c'était beaucoup un construit, là, pour moi. Puis encore là, j'ai plein d'amis autour de moi que c'est ça qu'ils voulaient, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils ont, puis ils sont heureux. Puis je trouve ça fantastique, tu sais. Puis j'ai plein d'amis qui c'est ça leur réalité, puis j'adore ça, puis on s'entend bien. Mais c'est comme pour moi, je me suis rendu compte que c'était pas ça, tu sais. Je pense que ce que je voulais avant tout, c'était comme aider le monde. Tu sais, je pense que c'était surtout ça, tu sais. Pouvoir être créative au jour le jour, tu sais. C'est toutes des choses que j'ai toujours aimé, être là pour les autres, créer. Puis là, ma vie, c'est pas mon métier, c'est pas mal ça. Puis mes amis, c'est hyper diversifié aussi, là, tu sais, surtout depuis que j'ai changé de carrière, là, tu sais, je rencontre des gens de plein de milieux qui ont plein de réalités différentes. Fait que, tu sais, il y a tu sais, tout ce que j'ai accompli, surtout dans, mettons, les 10 dernières années, il y a rien de ça que je pensais que je voulais accomplir, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pour ça, on dirait que d'avoir une liste, c'est là que c'est super anxiogène. Tu sais, si tu dis, j'aimerais vraiment ça être dans un couple stable d'ici l'âge de 35 ans, si t'es célibataire à 34, c'est vraiment stressant, là. Tu sais, mais je pense. Oui. Mais moi, je sais pas si... T'allais-tu rajouter quelque chose? J'allais juste dire que des fois, les listes, je trouve, c'est angoissant. Ben, mon Dieu, tellement. Moi, je me fais des trop grosses listes. Mais genre pour mes journées. Des listes mentales ou vraiment sur un papier? Non, sur un papier. Sur ce que tu as à faire? Oui, sur tout ce que je vais accomplir.
Mais c'est impossible que je fasse tout ça. Là. T'es trop ambitieuse. Genre, écrire. Déjà, c'est comme, il devrait avoir juste ça sur ma liste. Mais écrire, c'est que c'est pas assez concret. Faudrait que ça soit genre... Mais dans ma tête, c'est parce que c'est genre, tu sais, faut que j'écrive, mettons, du nouveau matériel pour la scène. Mais c'est comme, déjà, c'est comme, mais je devrais pas mettre d'autres choses, là. Ouais. Genre, c'est déjà ça va me beaucoup, prendre, tu sais. Je m'assois, ça va me prendre du temps, il va falloir que j'y aille, je retourne. Mais là, je rajoute genre, allez là, acheter du linge pour le shooting photo, aller faire le podcast, aller au gym, aller. Là, je suis comme. Tu te rends compte que c'est pas réaliste dans une journée. Mais si je mets 15 points, là, tu sais, puis je suis comme, ben là. Puis là, je finis ma journée, j'en ai coché 2, puis je suis comme, bon, ben. Mais écoute, je te file. Moi, j'ai arrêté de faire ça aussi comme pigiste, c'était ma stratégie au début. Puis quand je travaillais à 9 à 5, je fantasmais sur l'idée de pigiste. Là, puis j'écoutais à ce moment-là plein de podcasts, genre de Jim Rowe qui se lève à 4 heures du matin puis qui font leur méditation, puis qui se prennent des shakes, puis des bulletproof coffee, puis des trucs comme ça. Puis j'étais comme, wow, c'est ça la vie de pigiste. Tu sais, je vais pouvoir me lever super tôt, faire ma méditation, aller courir, tu sais, me prendre un petit déjeuner super équilibré. Puis là, après ça, comme à 7 heures, j'ai déjà accompli tout ça. Puis là, je commence mes projets personnels puis mon travail, genre. Attends, genre les premiers mois, là, que j'ai, tu sais, après 16 ans à faire du 9 à 5, là, même du 8 à 4, là, que je faisais pendant 16 ans, là, j'ai fait ça, là. Les 6 premiers mois que j'étais pigiste, là, je me levais à 10 heures le matin, là. J'étais brûlée, là. Tu sais, la seule affaire qui me tenait, c'est que je m'étais pris un entraîneur privé au gym 2 fois par semaine, puis je m'étais dit, si je fais pas ça, genre, je vais avoir de la misère à être fonctionnelle. Puis là, tu sais, j'ai repris un rythme. Tu sais, je pense que j'ai récupéré de l'épuisement là, depuis. Mais encore là, tu sais, l'été, je me lève à 6 heures puis je fais du sport en me levant là, parce que ça fit, tu sais, genre j'ai l'énergie pour ça. Ces temps-ci, le cadran, c'est genre à 7h30 puis je prends ça smooth puis je vais comme faire du sport plus tard dans la journée quand il y a un peu de soleil, tu sais. Mais les listes, là, je me faisais, moi aussi, il faut que j'aille fait ça. Puis maintenant, je me fais plus une liste de choses pour la semaine puis j'écris les choses que j'ai accomplies, tu sais. J'écris les choses que j'ai réussi à faire dans une journée, c'est comme plus concret. À la fin de la journée. Oui, c'est ça. Moi, je suis du genre à rajouter quelque chose sur la liste et à le barrer, là. C'est juste pour le sentiment d'accomplissement, là. Mais sinon, je me sens trop dépassée. J'ai comme trop de choses sur la liste, là. Fait que, tu sais, sinon, je me fixe comme, mettons, 2 priorités pour la journée. Tu sais, aujourd'hui, il y a ça, tu sais. Mais c'est facile de se sentir dépassé quand tu gères ton horaire, là. Oui, là. Puis genre, quand tu te crées toi-même quelque chose à l'agenda, comme un devoir, puis là, t'es comme, je vais juste pas le faire. Pourquoi? Non, je suis comme, c'est moi qui non, ça, je vais pas le faire, personne va me demander. J'imagine, quand c'est quelque chose de créatif, tu sais, je sais pas, mettons, que tu t'installes pour écrire du matériel, c'est quoi la garantie que tu vas avoir des bonnes idées, genre? Pas de garantie. Ben c'est ça, mais c'est frustrant de faire ça. C'est déprimant. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, moi aussi, si, mettons, il faut que je m'installe, puis comme je trouve l'inspiration pour, comme, écrire quelque chose, genre écrire une intro de mon livre ou genre écrire, je sais pas, trouver des idées de recettes, puis tout ça. Moi, ça me vient genre courant, là. Tu sais, souvent, comme je suis en train de marcher ou je suis à l'épicerie, puis je suis comme, j'ai jamais pensé à mettre du paprika, genre, sur du concombre, mettons. C'est juste n'importe quoi, c'est pas une vraie recette, mais je vais sortir mon téléphone, puis je me mets une note, faire des concombres au paprika. Puis là, à la limite, j'achète ce qu'il faut puis je le fais. Ou, tu sais, avant de me coucher, je suis comme, hey, mon Dieu, ça faudrait vraiment que je parle de cet angle-là dans ce projet-là. Ben, je l'écris sur un bout de papier puis ça va être fait. Mais si je m'installe, c'est la page blanche, là, incapable de. Toi, es-tu capable, Sam? J'haïs ça écrire. Mais j'ai pas le choix. Ouais, non, on peut dire que j'haïs ça écrire. C'est vraiment pas mon dada. Mais il y a des fois que j'ai comme... Oui, je sens pas que c'est la meilleure... Je sens pas que c'est le moment où je suis le plus créatif de me mettre un deadline puis de le faire, tu sais. Mais des fois, je sens que ça m'aide quand même de passer à travers cette étape-là de comme défricher la marde, là, pas drôle, pas bonne, que j'écris au début pour... On commence, on y va, on n'a pas le choix. Mais je suis vraiment pas un travailleur intuitif. Tu sais, comme moi, vous parlez de liste, je suis en train de réfléchir dans ma tête. Moi, j'aime ça, les listes? Je pense que j'aille pas ça quand je m'en fais une. Parce que c'est rare. Moi, je suis quand même assez lâche là, dans la vie. Tu sais. Je me permets beaucoup de moments de repos. Ouais, j'aime ça me récompenser avant d'avoir commencé à travailler. Tu sais. Fait que je me permets beaucoup de moments de plaisance dans mon quotidien. Fait que quand il arrive une journée où comme, OK,
je repars, puis aujourd'hui, je me fais une journée où je vais me faire une liste avec comme plein de cochonneries dedans, là, genre faire la vaisselle. Tu sais, juste pour être sûr de pouvoir biffer plein d'affaires. Écouter tel film qui est sur ton watch. Oui, vider ma liste Netflix. Yes! Puis à travers, je vais avoir comme genre faire de l'exercice. Ça va être assez... Sûrement que vous verriez ma liste, vous direz, mon Dieu, c'est bébé, il faut faire. C'est facile. Mais fait, des listes, ça m'aide, ça peut m'aider quand même, mais c'est vraiment pas au quotidien. Vraiment loin de là. T'en as pas une à chaque jour, là? Non. Mais c'est peut-être ça l'idée. D'avoir des journées plus comme. Ouais, je pense, mais je pense vraiment ça dépend pas que de chaque personne. Moi, je suis pas un modèle de réussite pour personne. Mais... Ils n'écriront pas des livres. Pas un modèle de réussite. Non, mais je suis content de ma vie en général. Il y a quelques aspects que je suis encore en processus d'acceptation, mettons. Notamment, définitivement, le corps et les relations. Comme j'ai jamais été en couple, puis pour vrai, je fais aucun effort pour l'être. Là. Mais c'est un peu mes deux grosses affaires. Mais à part ça, je suis quand même satisfait d'être une couch potato en général. Ouais. Mais il y a quelque chose de quand même... c'était quasiment un acte de rébellion quand même. Je trouve, tu sais, dans un monde qui nous envoie tellement, tu sais, dans un monde capitaliste comme le nôtre, c'est ça que tu es supposé tout le temps. Puis je pense qu'on en parlait à micro fermé tout à l'heure, mais tu sais, la semaine, genre de... Je sais pas, des fois, je me dis, OK, si je cumulais toutes les heures que je travaille dans une semaine... En fait, je pense pas que je serais capable de le faire parce que c'est tellement variable, mais aussi, c'est comme la ligne est tellement floue des fois entre le travail puis la vie personnelle, tu sais, ou juste en des moments où, je sais pas, t'es en train de relaxer, ou t'es sur les médias sociaux pour ton plaisir personnel, mais en même temps, t'es en train de répondre à des gens puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a comme tout le temps une notion de travail. Mais je me rends compte, en n'ayant plus d'horaire fixe de travail, je pense pas que je travaille autant d'heures qu'on s'attendrait à ce que je travaille, mais je me rends compte que j'ai pas la capacité, tu sais, de travailler comme... Tu sais, quand j'ai des journées pleines, consécutives, il faut que je me prévoie des journées de repos après, tu sais. Puis là, je me dis, OK, c'est-tu la pandémie qui a fait ça? C'est-tu l'âge? C'est-tu comme... Puis je me rends compte que c'est probablement plus juste une façon... En fait, je suis plus à l'écoute de mes besoins, tu sais. Puis ça, je pense, ça vient avec l'âge, là. Tu sais, ça vient, oui, la maturité, l'expérience... Mais j'ai l'impression que c'est venu beaucoup aussi. Tu sais, j'ai fait une démarche là, pour devenir une mangeuse plus intuitive. Tu sais, dans l'approche de l'alimentation intuitive, on est encouragé à se fier vraiment à comment on se sent. Tu sais, puis au plaisir que ça nous apporte de manger quelque chose, puis à comment ça nous fait sentir, puis ça nous donne toute l'énergie. On sent qu'on le digère bien. Ça nous rend du service de manger ça. Tu sais, si on a telle chose à faire après, blablabla. Puis en utilisant cette approche-là par rapport à la bouffe, moi, je me suis rendu compte que ça s'est étendu à plein d'autres sphères de ma vie, tu sais. Je suis comme ça avec l'exercice physique, tu sais. J'y vais vraiment comme, OK, aujourd'hui, de quoi j'ai besoin? J'ai-tu besoin de m'étirer? J'ai-tu besoin de me dépasser? En courant, j'ai-tu besoin de lever des poids? De quoi j'ai besoin? Ça m'a-tu fait du bien de le faire? Ou, tu sais, c'est une bonne idée que j'aille courir maintenant, puis que j'ai telle affaire à faire après, genre, ça va aider je vais être plus concentrée après, blablabla. Ou je vais être trop fatiguée. Puis tout ça. Puis, même chose aussi, tu sais, ça me ferait-tu du bien? Pour l'alcool, ça me fait la même chose. Je suis devenue comme une buveuse intuitive, là, je pense. Avant, l'alcool, c'était comme systématique dans les activités sociales, mettons. Puis maintenant, je me pose vraiment la question, j'ai-tu envie d'alcool? Comment je vais me sentir après? Ça me tente-tu? Puis je prends une décision comme ce qui me tente cette fois-là. Puis pour les activités sociales, pour toutes, là, tu sais, je me suis rendue compte, j'ai-tu envie, genre, d'aller à ce 5 à... pas un 5 à 7 sur Zoom? Excuse-moi, intuitivement, j'ai pas le goût d'aller à ton mariage. Ouais! Mais tu ris, mais c'est le genre d'affaire parce que, tu sais, l'intuition, en fait, c'est ta capacité à traiter 1 million d'informations en même temps puis de prendre une décision comme qui est dure à expliquer basée sur une seule variable, mais tu sais, de dire, considérant ça. Qui est personnel à toi. Ouais, puis qui est comme, tu sais, pour moi, un exemple, là, c'est, mettons, là, genre, je sais pas, avant que je vienne ici, tu sais, j'ai déjeuné tard ce matin parce que je me suis levée un peu plus tard parce que je sentais que j'avais besoin de plus de sommeil. Fait que là, quand c'était l'heure de dîner, j'avais pas vraiment faim. Mais j'étais comme, je sais que si je mange pas, je vais avoir faim comme rendu devant le studio quasiment, tu sais.
Fait que je suis comme, non, je vais manger même si j'ai pas particulièrement faim parce que c'est la meilleure chose à faire pour moi en ce moment, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, l'intuition, c'est d'être capable. Puis ça m'a pas pris genre 10 minutes à décider, là. Ça s'est fait de même, là, genre quelques secondes parce que j'ai considéré tous les paramètres, tu sais. Mais c'est ça, fait que maintenant, c'est un peu ça dans, tu sais, les obligations que je prends, tu sais, comment je gère mon horaire aussi. Je suis comme, non, là, je sens que j'ai plus besoin de me reposer ou là, je sens que j'ai plus besoin de voir du monde. D'être en action. C'est ça, exactement, tu sais. Plutôt que il faut que. Mais je trouve qu'il faut être vraiment assumé pour tous ces choix-là. Tu sais, il faut comme vraiment se faire confiance, puis être comme, tu sais, moi, des fois, je trouve que t'es bon de dire comme, non, moi, ça me tente pas aujourd'hui. J'étais trop... Mais moi, je trouve ça cool parce que j'ai vraiment l'impression que ça te sert, justement, comme tu disais, dans les moments où t'as des trucs à faire. Mais c'est relativement nouveau dans ma vie, là, en passant. Là. De mettre des limites? D'être plus... d'assumer mon non. Plus, tu sais, de mon refus de faire des choses ou refus de spectacle ou, tu sais, d'opportunités. Ça te va bien, je trouve. Ben, merci. Non, mais c'est vrai que c'est super dur à apprendre à dire non. Moi aussi, je pense que j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans les dernières années aussi. Puis plus tu es sollicité, plus c'est important que tu développes cette aptitude-là aussi, là, de dire non. Puis de le dire avec, beaucoup de transparence. Là, souvent comme « Ah, souvent beaucoup pour l'invitation. Genre, ça me fait vraiment plaisir. Voici en ce moment ma réalité, mes besoins, c'est ça. Puis on se reprendra une prochaine fois. » Puis tu sais, mais je me suis rendu compte, moi, quand je demande des choses à des gens, je m'attends jamais à ce qu'ils disent oui, absolument, là. Tu sais, tu tâtes le terrain, habituellement, c'est ça. Fait que je suis comme, pourquoi, moi, il faudrait que ça soit tout le temps oui, tu sais? Ouais, souvent, moi, je mets encore beaucoup d'importance à au refus. Je me dis, oh mon Dieu, je suis pas vraiment en train de... Je veux pas refuser, là. Ah, la personne va être tellement froissée. Ah, je me sens tout le temps mal. Mais souvent, de l'autre bord, la personne est comme, OK, next, oui, tu sais. exactement. Surtout qu'on est beaucoup dans... Tu sais, en humour, en tout cas, là, tu sais, c'est comme... Ils vont jamais se rappeler du nom, là. C'est vraiment comme, tu peux-tu? Non, OK, pas grave. Puis la semaine d'après, c'est comme, ils te le redemandent, tu sais. Ouais. Puis c'est comme... Ça roule, là, tu sais, c'est pas moi, si je dirais, grave. ce qui m'a aidé beaucoup là-dedans, c'est de me rendre compte que quand je disais oui à quelque chose qui me tentait pas vraiment, j'enlevais probablement l'opportunité à quelqu'un de dire oui. Quelqu'un que ça y tentait vraiment. D'autre. Tu sais, mettons, quelqu'un, là, t'invite à des billets de spectacle, puis t'es comme, ah ouais, c'est vraiment, genre, c'est un band que j'aime beaucoup, mais toi, t'avais peut-être une méga journée, puis t'es comme, je rêve de prendre un bain ce soir. Bien, si tu dis oui à ton ami, tu sais, ça te tente plus ou moins d'être là, peut-être qu'elle, son numéro 2 sur sa liste, c'est quelqu'un que ça lui tente vraiment d'aller là, genre, puis t'es en train d'y enlever la chance, comme... Tu sais, c'est comme, mettons, tu vois, il reste une robe sur le rack, là, puis elle est comme... T'es comme, tu sais, c'est pas vraiment mon genre, je sais pas si je vais l'apporter, mais elle est vraiment spéciale, je vais l'acheter, tu sais. Mais c'est comme, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait passé après, puis c'était exactement ce dont elle avait besoin. Ouais, c'est ça. Puis elle l'aurait pas pourri dans le garde-robe, ouais, tu sais. mais tu sais, j'en dirais comme dans cette prise de position-là, ou juste ce mindset-là, moi, ça m'aide vraiment comme... Puis concrètement, souvent, quand je dis non à des choses, je vais souvent référer d'autres gens que je pense qui seraient comme mieux placés que moi, tu sais. Puis souvent, le fit est meilleur, là. C'est comme, non, moi, je peux pas, j'ai pas, en ce moment, j'ai pas dispo pour ce genre de collaboration. Par exemple, avez-vous pensé à telle personne? Je trouve qu'elle serait vraiment bonne là-dedans. Puis, mon Dieu, on la connaissait pas, parfait, merci, tu sais. Ça m'arrive souvent de référer comme des gens comme ça. Puis, tu sais, ça fait tout le temps comme... T'es full satisfaite, tu peux prendre ton bain. Oui. Non, mais les bains, on peut en parler, c'est tellement le fun. Oui, j'adore. Mon Dieu, c'est comme... Tu prends-tu des bains souvent? Ben, écoute, depuis la pandémie, là, je dirais comme... plusieurs fois par semaine. Là. Avant, j'ai été des années sans en prendre, là, mais tu sais, je pense que c'était le besoin de contact physique. Tu sais, le bain, tu sais, j'ai une couverture lourde chez moi dont je me passerais pas aussi. Tu sais, il y a comme plein d'affaires pour comme apaiser le corps, là, tu sais, qu'on n'avait pas là, en période d'isolement. Là, mais oui, les bains, j'adore ça. Puis je trouve que c'est une belle façon aussi d'être comme... Tu sais, c'est comme ça devient un safe space, là, un bain, là. Fait que, tu sais, voyons, j'adore ça. Puis quand je travaillais sur mon 2e livre, là, tout l'hiver passé puis le printemps passé, là, je travaillais, tu sais, quasiment 7 jours sur 7 à, comme, écrire le matin. Après ça, j'allais courir pour, comme, vraiment juste... juste essayer de dépenser un peu de l'énergie, du stress accumulé. Puis j'allais à l'épicerie, j'achetais ce qui me manquait pour tester les recettes. Je testais jusqu'à 8-9 heures le soir, je faisais la vaisselle. Puis j'étais comme, je peux pas aller me coucher comme ça. Fait que là, je prenais un bain pour juste comme relaxer avant de me coucher. Fait que c'est comme un safe space. T'sais, je sais que peu importe le genre de journée que j'ai, je sais comme que c'est là. T'sais. Ton petit bain t'attend. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, j'essaie d'être quand même consciente de pas en prendre
inutilement ou si je sais que je vais pas vraiment profiter, là, tu sais, j'essaie d'être consciente de l'eau aussi. Sauf que je suis comme, OK, pour moi, genre, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien, là. J'adore les bains, moi aussi. Quoi? T'en prends-tu? Ah oui, mais toi, t'as un beau bain. J'ai un beau bain. Mais j'en prends... Moi, j'ai un bain de merde, là. Fait que... Ouais, un bain d'appart, bain douche, là. Ouais. C'est sûr, c'est moins nice. Moi, j'ai vraiment un bain sur pied, là. Oh my God! Il te manque juste un chapeau de paille. T'es quasiment une influenceuse. Mais oui, là, il est confort puis il est grand, là. Fait que tu peux vraiment quasiment te coucher, là. Genre, non, c'est tellement un bonheur, là. Oui. Mais moi non plus, j'en prends pas si souvent. C'est comme des périodes où, genre, pendant un mois, peut-être, je vais en prendre 3. Mais après ça va être un long moment moi aussi, sans prendre. Ça vient par passe, là. Parce qu'on dirait que souvent aussi, quand je le prends, des fois, je suis comme, j'ai chaud. Puis là, je reste mais là, c'est pas pas longtemps d'un bain. Oui, comment on fait pour être bien dans un bain? Moi, souvent, ça me prend, ça me pogne. Petite folie de même, une fois par saison, je vais prendre un bain, puis je suis comme, je suis pas bien. Comment on fait? Mais ça se peut que ton bain soit pas très profond. Petit, c'est pas confortable. Puis il casse le cou. Ouais, c'est ça, finalement. Ouais, toi, il coupe de même. Il est carré. Ouais, c'est ça, il faut qu'il y ait une bonne courbe. Ouais. Là, moi, je pense que c'est un équilibre très fragile, être confortable dans un bain. L'idée, c'est de pas trop le remplir au début, puis après ça, d'en rajouter pendant que t'es là. Un petit peu de chaud. Puis l'eau aussi, c'est difficile à gérer. Oui. Non, mais c'est vrai. Moi, souvent, Parlons-en. juste je suis comme, parenthèse sur le bain, souvent, l'eau du bain se refroidit, puis là, je vais rajouter de la chaude, mais juste aux pieds, puis je me brûle les pieds. Mais non, mais là, il faut que tu fasses circuler. Mais j'essaie. On dirait que je suis Laura Cadieux. Genre, hey, ça va bien. Je me brûle les pieds. Je pense que ça sera un épisode à part. Complètement, là, la science du bain. Peut-être qu'on pourra te réinviter pour juste parler des bains. c'est ça. Je pense que oui. Ben, merci beaucoup, Louni. C'était un plaisir. Mon Dieu, c'est déjà fini. Ben, t'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Ben, je sais pas. Non, écoute, ça a passé super vite. Là. Ça a passé vraiment vite. Mais moi, j'ai écouté beaucoup. Je t'écoutais. C'était full intéressant. Mais oui, t'as pas beaucoup parlé. Mais je le sais, mais c'est parfait comme ça parce que t'as full de choses intéressantes à dire. Nous, souvent, on répète les mêmes choses, mais là, on a profité. Moi, je t'ai écouté. Yeah! Ben, tu sais, j'espère vraiment que ça va vous donner d'autres perspectives aussi parce que, tu sais, je pense pas que les enjeux liés à l'image corporelle, c'est quelque chose comme qui se règle de même. Là. Vraiment pas, là, parce que c'est tellement... Tu sais, je pense pas que c'est juste comme des croyances qu'on a. Moi, je pense qu'on a vraiment été conditionnés à devoir se conformer à ça. Puis à chaque fois, tu sais, dans le conditionnement, comme avec... tu veux dresser un chien, là, tu vas comme donner une récompense dès qu'il fait quelque chose de correct, puis peut-être une punition dès qu'il fait quelque chose de pas correct. Mais par rapport à notre image corporelle, c'est ça. Là. Tu sais, on a tellement été conditionnés, là, dès qu'on fait quelque chose de correct, là, on reçoit, là, genre, tu te fais plus comme inviter à des dates là, si tu as perdu du poids ou genre, tu te fais complimenter. Plus de compliments, oui. Exactement. Puis là, dès que tu as fait quelque chose qui était pas correct, entre guillemets, ben là, tu es puni. Il y a peut-être quelqu'un qui va te rejeter. Il y a peut-être comme tes vêtements te feront plus, tu vas aller magasiner, puis là, il n'y a rien qui te fait, blablabla. Fait que, tu sais, je pense qu'on a vraiment été conditionnés à ça. Fait que je pense que c'est complètement normal que ça soit dur, tu sais, C'est pas juste de notre faute, là. Mais non, c'est systémique. Mais c'est ça l'affaire. Puis, tu sais, c'est ce que je trouve important de comprendre que quand on vit des choses difficiles, tu sais, premièrement, on n'est pas tout seul à les vivre. Deuxièmement, ça se fait pas dans des vases clos, tout ça, là. C'est comme ça s'inscrit dans un système. Puis, c'est des systèmes où il y a quelqu'un au bout du compte qui en bénéficie, là. Tu sais, il y a quelqu'un à quelque part. Puis, tu sais, juste, je voyais l'autre fois, je pense que c'était sur TikTok, quelqu'un qui montrait le visage des personnes, c'était tous des hommes riches à la tête des plus grandes compagnies de fast fashion, genre Shein, puis Amazon Fashion, puis tout ça. Puis ce qu'il disait, c'est que, tu sais, le concept, là, juste de la mode qui change super vite, là, tu sais, puis que, ben ça, c'est à la mode cette saison-ci, mais plus à la saison d'après. Puis là, tu sais, ben, tu sais, les manteaux, c'est comme ça cette saison-ci, mais l'hiver prochain, ça va être ça qui va être à la mode. Mais il y a quelqu'un à quelque part qui bénéficie de ça. Puis là, on voyait les visages de ces hommes-là, tu sais. C'est comme quand tu te dis que cette jupe-là que tu avais l'année passée est plus à mode, mais c'est lui qui va en bénéficier, genre. C'est personne d'autre, là. Puis juste ça, ou juste comme un année, j'avais vu une publication aussi, je pense que c'était sur Instagram, mais c'était comme les visages avec la valeur nette des hommes à la tête de plein d'entreprises liées à la perte de poids. Genre Weight Watcher, compagnie Noom, puis tout ça. Puis là, tu vois, c'est ces gens-là qui bénéficient directement de tes insécurités à toi, tu sais. Fait que, tu sais, de comprendre c'est qui bénéficie de ça, je pense que ça fait vraiment une différence. Puis après ça, c'est entre nous autres qu'il faut comme trouver une façon de, tu sais,
de survivre à ce système-là puis de se faire du fun quand même. Ouais, puis tu sais, de connecter, tu sais, de servir peut-être de ça pour connecter, mais sans s'auto-déprécier, tu sais, parce qu'on a tendance beaucoup à faire ça. Hey, en tout cas, moi, il faut que je perde du poids avant la saison des bikinis. Ah oui, moi aussi, tu m'as-tu vu les fesses? Blablabla. Ah oui, hein. Puis là, tu sais, on s'en sert comme pour créer des liens parce que c'est tellement facile, puis on est tellement sûr que tout le monde est opprimé comme nous. Fait que, tu sais, c'est comme si t'es à l'arrêt d'autobus puis ça te pluie, tu sais, t'as de la pluie qui tombe dessus, l'autre, t'es comme, c'est sûr, lui aussi, il est mouillé, on va en parler, hey, c'est pas drôle, la pluie. Mais c'est un peu la même chose avec la pression d'avoir une image corporelle qui correspond à X standard. On le sait que tout le monde est opprimé par ça, fait que c'est des conversations faciles, mais à la place, on pourrait changer la conversation puis dire « Aïe, toi aussi, tu te sens comme ça par rapport à ça? Oui, moi aussi, c'est fou, hein? C'est qui en bénéficie de ça? » Puis d'essayer de changer la conversation autour de ça puis de continuer de créer des liens entre nous autres. Mais l'ennemi, c'est pas l'autre personne qui correspond plus au standard que nous. L'ennemi, c'est le monsieur riche là, qui nous vend du fast fashion ou qui nous vend des poudres amaigrissantes. Là. J'adore. Fait qu'identifions notre ennemi, c'est ça la morale. Oui, c'est la première fois qu'on a une morale. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de morale là-dedans? Pas toujours, mais lui, on va mettre un sous-titre pour cet épisode-là. Identifions notre ennemi avec Looney. C'est la meilleure morale à date. Oui. On bâtit une armée. Là. Oui. Ben oui, non, mais c'est ça. Identifier, comprendre que l'ennemi, c'est pas... c'est pas l'autre. Non, c'est pas l'autre. C'est pas notre corps. Non, c'est pas l'autre qui est plus opprimé que toi ou moins opprimé que toi. Puis c'est pas l'autre qui est comme, genre, oh mon Dieu, elle a un corps parfait, je l'haïs, genre, tu sais. C'est comme, ouais, je comprends, mais tu comprends que c'est pas elle l'ennemi, là, tu sais. Mais c'est ça. Fait identifions nos ennemis. Merci, Looney. Ça fait vraiment plaisir. Je suis votre amie quadragénaire qui est là pour vous amener des belles leçons de vie. Merci beaucoup. T'as-tu quelque chose à plugger? Tu veux-tu? Ben, il y a mon deuxième livre, Looney Cuisine, qui est sorti en septembre 2021. Puis ce livre-là, en fait, je suis vraiment fière. J'ai énormément travaillé dessus. C'est que j'ai essayé de trouver la meilleure façon possible de concilier une approche d'alimentation intuitive, donc, tu sais, sans restriction, tu sais, plus libre, axée sur la neutralité corporelle, puis le fait que, tu sais, de ne pas faire de diète, puis de ne pas essayer de contrôler ce qu'on mange, avec le véganisme, tu sais, qui rejoint mes valeurs éthiques, mais qui n'est pas une diète, tu sais. Donc, il y a des outils pour concilier tout ça, d'une part. Puis d'autre part, moi, ce que je pense, c'est que si on veut manger différemment puis que ça dure dans le temps, il faut que ça soit bon. Fait que je me suis beaucoup, beaucoup intéressée comme aux sciences des saveurs puis des textures, puis je le décortique, je l'explique dans le livre. Il y a comme des petites capsules informatives pour comprendre qu'est-ce qui fait que quelque chose est croustillant, mettons. Puis là, tu apprends ces conseils-là, puis il y a plein de recettes pour les mettre en pratique. Fait que c'est vraiment un beau livre pour n'importe qui veut devenir un petit peu meilleur en cuisine. Ah, moi, je vais l'acheter si j'aime ça, ce que tu dis. Oui, c'est vraiment fait un beau cadeau de Noël aussi. Oui, ça fait vraiment un beau cadeau de Noël. Tu le veux? On va y acheter. Okay. Je vais te le signer. Oui, fais-le signer par Looney. Je vais te le signer. Identifiez vos ennemis pour Marilyn. Puis sinon aussi, j'ai depuis septembre aussi, le même mois, là, j'ai sorti mon livre, j'ai sorti mon site web, puis j'ai sorti looneycuisine.com, puis j'ai sorti mon tofu magique aussi en épicerie. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, je suis super fière de ça. C'est un des projets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé dans la dernière année. C'est une recette de tofu super simple, des ingrédients qui ressemblent à ce qu'on ferait à la maison, mais il est prêt à manger, disponible en épicerie. Fait qu'on le sort de son paquet, puis c'est comme si on avait un restant de poulet, mettons. Fait qu'on le met dans des soupes, dans des salades, dans des pâtes, on le mange en collation, on fait des peu importe, là. Puis ça se passe super bien, ça. Puis là, ben, je commence à travailler peut-être à d'autres produits aussi, là, dans ma ligue de produits. Donc, je me suis lancée en affaires dans la dernière année. Wow. Fait que c'est bien excitant aussi, ça. Puis le feedback est super positif, là. Les gens adorent le produit. Fait que là, on est plus dans des enjeux de distribution, puis de fournir à la demande et tout ça. Fait que c'est toutes des choses que j'apprends en ce moment, mais c'est du des bon choses tofu. de grande personne. Je suis tellement un adulte, là. C'est épuisant d'être un adulte. C'est épuisant, la quarantaine. Ouais, dans le fond, je pense que c'est plus l'entrepreneuriat que la quarantaine. Ouais, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à vous deux. Cool. Merci, C'était Samy. vraiment le fun. Merci, Marilyn. Et que t'étais bon. Ah, mais sans parler de toi, t'étais incroyable. Hey, mais vous étiez bon, là. Vous écoutiez, vous nous avez pas coupé la parole, Ben jamais. oui. Merci, le public. Ils sont bien Et dressés. puis, oui, on se revoit la semaine prochaine. Puis mettez donc un like, tabarnak. Oui, likez. Bonne semaine. Commentez, likez. Bye-bye.